Le développement durable, médiatisé depuis la Conférence des Nations Unies de Rio en 1992, est devenu cette dernière décennie l'un des termes les plus présents dans notre monde industrialisé. Mais que signifie ce concept et que cache-t-il comme vision du monde? C'est ce que nous allons découvrir à travers les deux manières d'envisager ce concept, c'est-à-dire à travers une vision forte et une vision faible du développement durable. La définition retenue est généralement celle qu'a donnée Gro Harlem Brundtland, responsable pour les Nations Unies, d'un rapport portant son nom, édité en 1986. Le développement durable satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins. Gro Harlem Brundtland, qui était alors Première ministre de Norvège, avait été mandaté pour faire un rapport complet sur l'état de la planète intitulé « Notre avenir à tous ». Même si d'autres penseurs avant elle, tels que Joël de Ronet, Edgar Morin, mais encore bien d'autres, avaient déjà mis le doigt sur les interdépendances qui existent entre le développement humain, l'économie et les ressources naturelles, c'est elle, à travers ce document, qui va formaliser cette idée. Plus encore que la définition, c'est ce petit schéma qui va populariser cette idée d'interdépendance entre les développements économiques, écologiques et sociaux. Cette représentation émane de l'idée de substituabilité proposée par l'économiste Hartwig en 1977. Dans cette vision, la nature possède une valeur marchande et peut donc être substituée par de l'argent. De là sont nés par exemple les droits de polluer. Ainsi, un État très pollueur peut acheter des droits de polluer à un État qui pollue moins et ne va pas utiliser son quota de pollution. L'important dans ce schéma, c'est de maintenir un équilibre artificiel entre les trois sphères. Cette représentation faible de la durabilité fait écho à son époque. En effet, lorsqu'en 1987, Gro Harlem Brundtland rédige le rapport pour l'ONU qui va ensuite fixer la notion de développement durable pour les décennies à venir, elle part du constat que l'économie est omniprésente et que c'est sa croissance non régulée qui conduit aux déséquilibres sociaux et aux perturbations environnementales auxquelles le monde assiste. Plutôt que de récuser la primauté de l'économie, elle affirme l'interdépendance des trois pôles et donc la nécessité de les maintenir en équilibre. Mais ce schéma conduit aussi à croire qu'un développement économique ou social peut se faire sans influencer les autres pôles, comme si la partie de la bulle qui était en dehors du centre était totalement indépendante. Ce qui est faux. Nous savons tous que la pollution atmosphérique issue des activités économiques humaines n'a pas de frontières et qu'on va la retrouver jusque dans les glaces de l'Antarctique ou au cœur de la forêt amazonienne. Pour penser la durabilité, il faudrait alors rapprocher les cercles si forts qu'ils finiraient par se chevaucher complètement, ce qui n'aurait plus aucun sens. Pourtant, dès 1920, l'économiste Alfred Marshall, avec sa loi des rendements non proportionnels, mettait en évidence que le capital environnemental est fini et non renouvelable. En d'autres termes, sans ce que nous offre la Terre, ne serait-ce que d'un point de vue alimentaire, pas de possibilité de développement social et, sans ce dernier, pas d'économie. Dans cette conception dite forte de ce qui à l'époque ne s'appelait pas encore le développement durable, l'écologie est clairement posée comme une condition sine qua non de l'existence des sphères sociales et économiques. Dans cette vision, il est accepté que le capital écologique est fini et que certaines ressources, comme le pétrole, les métaux, mais également l'atmosphère, ne sont pas renouvelables, du moins pas hors temps géologique. Il en découle une évidence, c'est que la consommation des ressources et les émissions polluantes ne doivent pas dépasser la capacité de régénération ou d'absorption de la nature. C'est pour cette vision forte d'un développement durable que les jeunes manifestent actuellement. Ils ont été portés par Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui a initié la grève du vendredi pour le climat. Avant elle, en 1992, lors du premier congrès international sur le développement durable à Rio, Severn Cullis Suzuki, alors âgé de 13 ans, avait demandé
un peu plus politiquement correcte que Greta, que les États agissent. Il y a bientôt 30 ans. Ces revendications sur la mise en œuvre de ce que Gro Harlem Brundtland, encore elle, avait ajouté comme message aux citoyens dans la version grand public de l'agenda 21. En effet, dans ce message, elle disait « Les promesses faites à Rio ne pourront être tenues à temps pour assurer notre avenir que si les citoyens, les gens prêts à soutenir des décisions difficiles et à demander le changement, savent inspirer leur gouvernement et exercer des pressions sur eux. » Tout en étant première ministre, Madame Brundtland savait que, sans une part active du peuple, rien ne se ferait.